Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à Sainte-Croix-en-Jarret. Nous sommes pas très loin de la Chartreuse, environ quelques kilomètres seulement, et nous sommes en compagnie d'Adrien Tidjarian. Bonjour Adrien. Bonjour Fabien, bonjour aux auditeurs de RCF Saint-Étienne. Et aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie d'un artisan d'art, car Adrien, vous êtes tout simplement centenier. Je suis centenier depuis 2016 maintenant. Voilà, donc bientôt 4 ans que vous exercez cette profession qui est plutôt, pour le moins, pas très commune, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est plutôt atypique quand même. Je crois que vous êtes que 2 dans le département de la Loire. Nous sommes deux dans le département de la Loire et aux alentours d'une quarantaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors, cette profession de centenier, eh bien, Adrien, vous allez donc nous expliquer un petit peu comment vous y êtes venu, comment vous avez eu envie de franchir le pas. Tout d'abord, un petit mot d'abord de présentation sur votre parcours. Comment vous est venue cette idée et quelles ont été les circonstances qui ont fait eh bien, que vous avez franchi le pas? Le parcours est un peu long, hein, vu mon jeune âge, mais enfin quand même assez long dans ce petit monde. Il m'a fallu du temps pour en arriver là. En fait, je suis menuisier ébéniste de profession. Je faisais la crèche à la maison, je faisais la crèche à l'église. Donc, vous connaissez certainement l'histoire de cette crèche qui a débuté en 2004 à l'église de Sainte-Croix. Et petit à petit, je suis arrivé donc à faire une crèche de plus en plus grande. J'ai eu la chance de rencontrer des grands passionnés dans le monde des crèches d'église et des santons En France? en France et surtout en Provence, qui m'ont un jour guidé chez un santonnier parce que mon but en fait au départ était de créer des grands santons en argile parce que ce sont les carmélites d'Avignon qui fabriquent normalement les grands santons en cire et elles ont plus ou moins réduit leur production. Donc du coup, je m'étais dit pourquoi ne pas fabriquer des grands santons. Donc il m'avait guidé chez un santonnier, Henri Vézol, qui est santonnier à Arles. Et il m'a dit, je suis allé le voir avec mes bustes, il m'a dit, écoute, viens passer quelques jours à la maison et je vais te guider et t'expliquer la morphologie d'un visage et d'un corps. Donc j'ai réduit après ma taille des santons, je me suis plutôt installé dans la taille des 17 cm et j'ai réduit à 8 cm actuellement. Alors Voilà. justement, nous sommes devant une très belle vitrine où vous avez exposé, je dirais un petit peu l'éventail de votre travail depuis que vous êtes maître centenier. On va l'ouvrir, je vous laisse le faire. Ouais. Et vous allez nous montrer, en fait, eh bien, tout simplement, quelques modèles particulièrement représentatifs de votre travail. Alors j'essaye un petit peu de me démarquer. Donc dans mes premières années, j'ai plutôt travaillé sur les sujets dits classiques. Donc je suis parti sur la Sainte Famille, sur les personnages de la pastorale, quelques animaux. Et puis aujourd'hui, je vais plutôt me diversifier sur les personnages locaux. On peut retrouver le Chartreux, le mineur pour Saint-Étienne. J'ai fait la marchande de Rigotte. Cette année, j'ai fait la laitière, ce qui sont des métiers un peu du coin. Donc là, Voilà. on est un petit peu dans une espèce de régionalisation, en quelque sorte, hein, puisque vous nous dites que, voilà, selon les territoires, selon les régions, les villes, eh bien, vous allez, on va creuser le sillon du terroir. Exactement, donc c'est ce que un petit peu aujourd'hui je cherche, c'est un petit peu le côté original. On est quand même plus de 250 dans la corporation des centeniers, ce qui est beaucoup, donc chacun essaye un petit peu de se démarquer de par son territoire, de par sa façon d'être, voilà, son ressenti. Au travers de ses santons, va créer des personnages. Voilà. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les lavandières. Chaque année, je crée une lavandière parce que j'allais voir ma grand-mère au bord du lavoir qui est juste à côté, ici, à 50 mètres, en train de laver son linge. Donc, j'avais fait cette lavandière il y a 3 ans avec le chapeau. Elle est un peu provençalisée quand même, hein, avec le panier, et le savon de Marseille, et puis le caisson, moi, ce que j'appelle un baquet, mais qui est en fait un caisson en bois qui permettait aux lavandières de s'agenouiller au bord de la rivière pour ne pas se mouiller leurs vêtements et pouvoir laver le linge. Alors là, on retrouve justement ça, c'est un modèle un peu qui n'est pas forcément le plus ce Le plus que je vends le représentatif, plus, ouais. voilà, que je vends le plus. Je fais des couleurs plus classiques pour que le prix soit correct. Et puis je vais aller sur une manifestation centenière ou sur une manifestation folklorique. Et puis je vais trouver une dame costumée avec un joli tablier, avec un joli tissu, un joli châle. Qui Et va être puis inspirant. et qui va être inspirant. Je prends des photos ou je fais des petits croquis et puis sur le santon, quand je rentre à la maison, je viens essayer de rapporter ça sur mes santons.
Ça n'a pas dû être simple quand même de se lancer, de démarrer. Vous avez dû quand même pas mal chercher, batailler quand même au début. J'ai beaucoup bataillé parce que je suis parti de zéro. J'avais un maître santonnier qui n'avait pas de moule. C'est un monsieur qui fabrique des santons avec des terres de couleurs différentes. Il habille ses santons avec ces terres, justement. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre une terre rouge au départ, prendre une terre blanche pour faire la jupe, une terre plus rouge foncée pour faire le châle, tout ça. Donc, et il travaille sur des santons de 17 cm de hauteur. Donc, je suis parti de zéro. Je suis parti, vraiment, j'ai créé mes moules, qu'aujourd'hui je suis en train de refaire, parce qu'il y a aussi une évolution dans son travail. Au bout de 3 4 ans, on se perfectionne, on est un peu plus à l'aise On affine sa technique. dans les coloris, dans le modelage, rien que le fait de travailler la terre. Votre vision a changé en La fait, vision hein, a changé. J'étais dans le bois vos avant. influences aussi. Il y a une chose essentielle dans le métier de santonnier, c'est le modelage. Si on n'est pas bon modeleur dans le métier de santonnier, on n'est pas bon santonnier. Voilà. Et une chose très importante aussi, la terre, quand on fait son modèle, on rajoute. Chez un santonnier, chez un sculpteur sur pierre, on peut enlever de la matière, mais on ne pourra jamais la remettre. Sur de la pierre, on ne peut pas recoller de la pierre, on ne peut pas recoller des copeaux de bois, mais sur l'argile, on peut rajouter. Et ça, c'est une des astuces les plus importantes dans le métier de santonnier, c'est-à-dire qu'on rajoute. Quand on fait son modèle, on peut rajouter de la terre. Voilà. Et puis, on apprend aussi sur la qualité de la terre, le côté plus ou moins gras. Après, on maîtrise aussi les temps de séchage, les coefficients de retrait. Voilà, tout s'apprend au fil du temps. Alors maintenant, de la théorie à la pratique, on va passer donc dans votre atelier un petit peu plus loin, là juste à côté, et vous allez maintenant nous expliquer un petit peu comment le processus de création d'un santon se réalise. Eh bien, Adrien, vous allez nous montrer depuis le bloc de terre jusqu'à la réalisation extraordinaire de ce santon, votre travail. On est chez vous, là. Quel bonheur! Bienvenue à l'atelier. Donc, la première étape, en fait, est de réaliser un modèle ou un prototype. Et Donc, on part de ce on bloc-là. part d'un bloc d'argile, on part d'une boule d'argile sur lequel on va venir façonner une tête, un personnage, un animal. Une fois que notre personnage est prêt, on va venir faire un moule. Donc ce moule est composé de 2 parties. Ce sont des moules en plâtre avec ce qu'on appelle des clés et une gorge autour duquel est disposé le santon. Voilà, le futur âne, entre autres, pour celui-ci. Une fois que le moule est sec, je vais venir remplir à l'intérieur de mon moule les parties où se trouve mon âne, de chaque côté, en prenant bien soin de malaxer la terre pour enlever toutes les bulles d'air. Très important, parce que s'il y a une bulle d'air, au moment de la cuisson, la bulle d'air l'air va vouloir s'échapper et le santon explose. Voilà. Donc c'est arrivé, donc maintenant j'y fais attention. Donc je vais faire également... Alors, cette argile, finalement, c'est le même qu'on utilise quand on s'amuse à l'école, c'est pareil? C'est le même, sauf que celui-ci est fait pour être cuit à haute température. Celui qui est souvent utilisé dans les écoles, c'est de l'argile autodurcissant, dans lequel, en fait, il y a des agents chimiques qui permettent de faire durcir la terre. Mais là, c'est vraiment une fabrication la plus artisanale, la plus sobre, la plus écologique, si j'ose dire, possible. C'est la plus... Exactement, c'est ça. Il y a un santonnier de la Drôme et c'est même plus que ça, c'est Frédéric Mistral qui dit l'art est aux mains du santonnier ce que l'homme est aux mains de Dieu. C'est un petit peu, je trouve, ce côté... le santonnier va créer à partir d'une boule de terre un personnage idéalisé comme Dieu nous a créé, et c'est ça qui est beau. On part de rien pour... On part de de ça pour créer un personnage. Donc c'est fabuleux. C'est rien l'argile, c'est pas de l'or, c'est pas un métal précieux, voilà. Donc là, une fois que j'ai rempli mes 2 parties, je vais venir presser mon moule. Donc là, il faut sortir un peu les muscles, il faut prendre des épinards le matin, enfin le matin ou le midi. Très important. Très important, c'est très très important. Et il faut absolument veiller à ce que les joints entre les 2 parties du moule soient vraiment bien refermés, parce que sinon vous donnez une surépaisseur au santon. Donc après vous vous retrouvez avec des têtes, avec des boîtes crâniennes 2 fois plus grosses que prévu. Enfin voilà. Et après je vais venir prendre un petit morceau de couvre-joint de bois pour venir
enlever l'excédent de terre qu'il y a eu ici. Alors moi, je vois Anne Debout Petit 2019. Voilà. Il est tout récent. Il est tout récent, celui-ci, c'est le dernier. Depuis 4 ans, donc je me suis installé en tant que centenier, j'en ai fait 4. Anne. Pour dire que chaque année, j'évolue et les personnages ne me conviennent plus, donc chaque année, je refais beaucoup aussi les anciens personnages. Et donc après, je vais venir chercher mon tampon, c'est très important. Donc c'est le tampon de chaque centenier va venir apposer son tampon. C'est votre signature. C'est ma signature. Voilà, je le fais pas signer chacun à la fois. J'ai un joli tampon qui le fait à ma place. Et après, je vais venir ouvrir le moule. Il faut faire bien attention pour l'ouvrir. Donc après, on a l'excédent de terre qui est venu se recueillir dans la gorge qu'il y a autour du santon. Donc on va venir enlever cet excédent de terre. Et on va venir prendre une petite aiguille, c'est les crochets de ma grand-mère. Et je vais venir le soulever délicatement du moule. Voilà, donc là, on assiste à la naissance d'un âne adulte. Voilà. Ah, C'est incroyable. une minute, mais tout le travail, c'est de fabriquer le C'est à moule. fabriquer les moules. Alors, il faut se méfier parce que le travail est... On a l'impression que c'est très facile à sortir. C'est le professeur facile. Voilà. Mais c'est Il pas vous tellement... a fallu un certain nombre d'essais avant Oui. d'y arriver aussi bien. Voilà. Et puis certains sortent beaucoup moins facilement aussi. Hein. Donc après, une fois que j'ai sorti mon santon du moule, je vais venir par exemple lui faire tourner la tête sur un côté. Je peux le faire sur un personnage, je peux baisser une dame pour qu'elle puisse travailler, un homme également. Enfin, c'est le rendre vivant. Le rendre vivant, c'est à ce moment-là. Parce que pour des raisons techniques, les moules, les santons sont assez droits dans les moules pour les dépouilles. Voilà. Donc pour éviter les contre-dépouilles, en fait, on fait le santon le plus droit possible et c'est en sortant du moule qu'on va venir travailler notre terre. Voilà. Alors, il y a là, quand même les pattes, il va voilà. enlever ce morceau. Donc, il y a ce qu'on appelle tout un travail débarbage. Alors, certains santonniers, pour les santons plus figés, on va attendre que le santon soit sec pour venir ébarber avec un petit scalpel pour enlever le joint, les bavures, qui est dû aux deux parties du moule. Et puis là, par exemple, il sort sans les oreilles. Donc, ça veut dire que maintenant, à cette étape-là, je vais prendre une boule d'argile, je vais vous en faire une... Et je vais venir malaxer ma terre, toujours pareil, prendre un petit ébauchoir et faire mes oreilles. Voilà. Et puis si par exemple, comme celui-ci, je veux rajouter des paniers pour transporter des agneaux, mettre des sacs, tout ça, tout est rajouté à ce moment-là. Donc une pièce comme ça, il faut compter une bonne heure de modelage, de rajout. De modelage, de rajout, parce que vous nous aviez expliqué qu'on ajoute. On ajoute. Contrairement toujours. à la sculpture, on enlève. On enlève. Et après, là, par exemple, je vais venir faire ma petite oreille. Donc tout ça, ça prend. Il faut être calme pour le faire. Voilà, j'ai fait mon oreille. L'importance aussi de travailler dans ce lieu tranquille, reposant, paisible, où il n'y a pas trop de bruit. Là, j'ai fait une oreille. Et il faut toujours faire la deuxième en même temps pour avoir exactement les mêmes longueurs pour que ce soit bien symétrique. Voilà. Et après, donc, je vais venir les coller. Une fois que tout ce travail sera fait, le rajout des oreilles, des paniers, des agneaux, je vais venir, dans un petit moment, d'ici 1 heure, quand la terre se sera un peu plus raffermie, enlever et vider ce qu'on appelle les pattes pour le rendre encore plus vivant. Voilà. Ce que certains centeniers ne font pas par question de coût ou voilà, de rapidité. On passe beaucoup plus de temps à évider les pattes. Et puis, vous avez souvent de la casse aussi. Bien sûr. Voilà. Donc là, il est prêt. Donc, celui-ci a séché, il est d'hier. Donc, on va le laisser sécher 1 ou 2 semaines pour qu'il n'y ait plus d'humidité dans la terre. Et en plus, après, on va venir le poser dans le four. Eh bien, on va se rendre maintenant devant le four. Alors, la magie va continuer parce qu'évidemment, nous sommes devant votre four, Adrien. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, on va faire cuire notre santon après qu'il est séché à l'air libre. On va venir le faire cuire pour justement qu'il soit plus dur et qu'on puisse le peindre après. Donc, je vais l'enfourner. En douceur. On referme le four. Voilà, et je vais venir ici mettre en route, actionner ma régulation. Donc, le santon va être cuit à 980 degrés maintenant. Voilà. C'est une opération qui est par palier, qui est longue, minutieuse, très précise. C'est un peu comme la pâtisserie, il ne faut pas se tromper.
Non, parce que justement, après, on a des problèmes pour la position, enfin, mettre les couleurs. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Donc, il va y avoir un premier palier à 650 degrés et un deuxième à 980 degrés. Et après, un refroidissement libre, Et ça dure combien de temps à peu près l'ensemble de l'opération? aux alentours de 8h30. Alors ce four, c'est un petit bijou, c'est votre instrument de travail. Il est à la fois sophistiqué et très simple. Ouvrez-nous la cage au trésor. Allez, voilà. Alors, on est en fin de saison, donc le four n'est pas beaucoup rempli. D'habitude, il est beaucoup plus rempli, mais là, bon, il y a des commandes qui pressent, donc et on retrouve notre petit âne qui maintenant a changé de couleur parce qu'il a cuit, il y a eu une réaction chimique. On l'a ici, on va pouvoir le sortir pour le décorer. Et alors, il y a dans votre four des modèles uniques qu'on vous a commandés. Parce qu'on peut le faire. Quelqu'un vous dit « Ah, je voudrais bien, vous pouvez nous montrer ». Je crois qu'il y a des personnages étonnants. Alors justement, voilà, donc on a un monsieur de Carpentras qui m'a commandé pour une scène du puisatier. Vous savez, ce sont les personnes qui creusaient les puits de façon traditionnelle. C'était assez compliqué, donc il y avait souvent leur femme qui apportait à manger. Donc j'ai fait un petit personnage, donc une dame avec des paniers, des bouteilles pour apporter du vin ou de l'eau, on va dire de l'eau surtout, et puis du pain, de quoi se restaurer, des petits fromages et des fruits. Voilà. Alors tout ça, c'est du rajout. Tout ça, tout est rajouté. Donc, je prends un moule que je vais adapter. On me demande un personnage avec une barbe. J'ai un monsieur qui m'a demandé de refaire son grand-père. Il m'a donné une photo de son grand-père en train de travailler et il l'a adapté pour qu'il puisse tenir une charrue en train de labourer son terrain avec son cheval. Voilà. Donc j'essaye un petit peu de répondre aux demandes qui me sont faites, des commandes plus ou moins compliquées, mais qui sont toujours intéressantes à faire. Et puis ça me permet aussi d'évoluer dans mon travail. C'est-à-dire que on m'a demandé un personnage. Pour l'année prochaine, je vais me dire, bah tiens, cette année j'ai fait des personnages avec des barbes que je rajoutais, tout ça, d'habitude, elles étaient dans le moule. L'année prochaine, je me suis dit, je vais faire des personnages avec la barbe que je rajoute. Ça sera encore plus ça réaliste. Sera plus réaliste, plus avec... Donc, voilà. c'est tous des petits détails. Alors, ça montre aussi que les crèches, elles sont à la fois traditionnelles, avec les mêmes personnages, mais que c'est aussi des aventures familiales. On se les transmet très souvent de génération en génération, et on les améliore, on les agrandit. C'est comme ça que ça marche? C'est comme ça que ça marche. C'est comme toute collection. On commence avec ce qui est le plus classique, et puis après, on va aller chercher un santon plus compliqué, un santon au travail, parce qu'on va agrandir sa crèche. Donc, on va vouloir travailler sur des scènes de foin, sur des scènes de récolte de lavande, d'olives, et il y a une infinité de scènes qu'on peut réaliser, voilà. Donc petit à petit, les clients vont vouloir développer la scène des olives, la scène des transhumances, qui est très important aussi dans la crèche et qui est magnifique, des ânes avec des agneaux, avec des bergers qui conduisent les troupeaux, avec des voilà. Vous avez les yeux qui brillent, c'est extra. Allez, on referme le four et maintenant, dernière étape, c'est la peinture avec l'âne. Et on va le décorer. Voilà l'âne qui est maintenant cuit, et puis c'est l'étape de la peinture. Adrien s'est assis. Je me suis assis parce que là, il faut vraiment beaucoup de concentration et ne pas dépasser surtout pour peindre les yeux, tout ça. Donc, je vais m'asseoir et je vais me concentrer. Combien de temps approximatif? Pour peindre un âne comme ça, il faut à peu près 3/4 d'heure quand même. Voilà. Donc, il y a tout un mélange de couleurs. Par exemple, un gris, la base normalement du gris, c'est un noir avec un blanc. Le problème, c'est que vu que l'argile est de couleur un peu ocre rouge, si je vais peindre sur de l'ocre rouge, le santon va sortir bleuté. Ça va faire un gris bleuté. Donc, je vais venir tricher en faisant des mélanges de couleurs avec un peu de marron, de terre de sienne naturelle pour justement estomper ce bleu. Pour le rendre un grillane, voilà, le rendre de façon grillane. Ouais. Eh bien, on vous admire. C'est de la peinture à l'eau alors en fait, hein? Alors c'est de l'acrylique, Là, c'est des petits pots que je récupère. En fait, je fais mes mélanges, c'est-à-dire que je vais venir préparer du blanc pour faire mon gris. Je vais faire mon grillane, mais je vais préparer 50 millilitres de gris pour les ânes suivants. Voilà. C'est de la peinture et des mélanges qui se conservent quand même un petit peu dans le temps? Ça se conserve à condition de les remuer de temps en temps.
Et alors, la question que je me pose, moi, Jean-Claude, c'est en fait par rapport à la finesse, à la patience qu'il faut avoir pour pouvoir faire des détails en fait infimes qu'on verra pratiquement pas au premier abord, que l'on va voir sans doute après quand on va observer un petit peu sur toutes les coutures, c'est le cas de le dire, son âne ou son santon. Euh, quel est donc le plus difficile en fait par rapport à ça? Le plus difficile, ce sont les détails. Et comme un âne comme celui-ci, par exemple, où il va falloir passer entre le blanc de l'agneau et le gris de l'âne. Voilà. Donc il faut des pinceaux très fins, il faut pas dépasser, pas trembler. C'est ça le plus difficile finalement. Et puis souvent dans la décoration, il faut pas prendre sa peinture, mais avoir une peinture assez liquide, mais pas trop pour qu'elle puisse couvrir aussi, mais pas trop épaisse parce qu'après c'est pas beau. Voilà. Donc il y a toute une maîtrise de la texture de notre acrylique aussi, voilà, de notre peinture. Et là encore, c'est un travail vraiment d'autodidacte. Vous vous êtes quelque part perfectionné au fur et à mesure de vos modèles. Alors j'ai une amie au Sainte-Marie-de-la-Mer, parce que mon maître santonnier ne décore pas ses santons. Ce sont les couleurs différentes. De la terre. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Donc ce sont les couleurs différentes. Quand il les sort du four, les santons sont terminés. Et donc c'est une amie, Arlette Berthelot, qui est crèchiste amateur au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui fait une très grande crèche d'église, qui décore les santons que mon maître lui a créé pour sa crèche, spécialement pour sa crèche. Donc c'est vers elle que naturellement je me suis guidé pour aller les premiers temps prendre des conseils sur les coloris des vêtements, sur la décoration du petit châle, du petit tablier et autres. Donc, et puis maintenant, ben, je pars plus libre avec mes couleurs personnelles, mon ressenti. L'année dernière, j'avais adoré une forêt avec des couleurs terre de sienne, rouge, un peu jaunâtre, tout ça. Et ça s'est beaucoup ressenti dans mon travail. J'ai fait beaucoup de personnages l'année dernière avec des tons jaunes, ocre rouge, de couleur terre, voilà, toutes ces couleurs d'automne. Alors, les personnages, les animaux, c'est une chose, mais qu'en est-il du décor, du reste des, je sais pas, un puits, une petite maison, une petite bastide est-ce que là, le centenier a aussi un travail de commande par rapport à des éléments comme ça de décor? Alors, il faut savoir qu'il y a deux professions dans la profession dite santonnière. Il y a la profession de santonnier proprement dit. Il y a des santonniers, des grands santonniers, on va dire plutôt les industriels, qui vont aussi développer des gammes d'activités créchistes. Enfin, c'est le nom un peu générique qu'on leur a Oui. trouvé, c'est-à-dire des fabricants d'accessoires et de maisons pour crèches. Souvent, le santonnier lui-même qui va fabriquer des accessoires va les fabriquer en argile. Celui qui va faire simplement des maisons, qui va être créchiste, c'est-à-dire qu'il ne va pas vendre des santons, mais qui va vendre des maisons, on peut les trouver sur les salons, va plutôt spécialiser dans du travail en plâtre. Et après, bien entendu, il y a des couleurs un peu en fonction des pierres locales, des tuiles, des tuiles plus rouges, des tuiles plutôt couleur paille. Et puis, suivant son architecture, on peut avoir une porte de garage avec un linteau droit, on peut avoir une porte de cave ou de garage avec un linteau en anse de panier. Ça dépend un petit peu de l'architecture et de la localité dans laquelle le créchiste se trouve. On va regarder l'artiste à l'œuvre. Alors je vais prendre des pinceaux, j'ai des pinceaux assez larges pour faire du travail de remplissage, et puis après je vais partir pour les détails sur des pinceaux à on peut dire 3 poils, hein. C'est ce qu'on appelle des pinceaux à 6-0, c'est le plus fin, on va jusqu'à C'est 1. le plus fin. Voilà, 6-0. Donc je me sers beaucoup des 6-0, donc je me sers de celui-ci pour les yeux, voilà. D'accord. Et après, j'ai des pinceaux un peu plus gros, donc comme celui-ci, du 2-0, pour aller dans des petits recoins. Voilà. Alors, dans un premier temps, en fait, je vais venir mouiller un petit peu mon pinceau, prendre mon gris Anne, et je vais venir faire ce qu'on appelle du remplissage. Voilà, Donc, vous allez commencer par les plus grosses parties, en fait, les plus grosses les parties. parties à couvrir les plus importantes. Ça, c'est du travail très rapide. Voilà. Une fois qu'on a on a posé cette couleur de poil, je vais venir faire des dégradés avec des tons de gris plus clairs, sous le ventre, ici, entre les pattes de devant. Vous les faites pas vraiment tout à la fin quand les petits détails infimes sont réalisés, non? Non, il faut le faire avant. Vous le faites avant, En d'accord. fait, je vais venir faire mon gris et après, je vais venir faire ma couleur des poils. C'est un petit peu comme un personnage. Un personnage, on va toujours peindre un personnage comme on s'habille. C'est-à-dire qu'au départ, on est nu, on a les yeux, on a les cheveux, et après, on va mettre les vêtements de corps.
Donc ça, on peut mettre sa chemise, on peut mettre son pantalon, une dame va mettre son jupon. Et une dame, par exemple, on va lui peindre toujours son jupon avant de lui peindre sa jupe qui vient par-dessus. C'est normal. Et oui, c'est logique. Voilà. Donc, et puis, il y a une autre chose, des fois, qui n'est pas forcément logique, mais qu'on est obligé de faire. C'est-à-dire que si on a choisi une couleur plus sombre dessous, il faut la faire à la fin. La couleur sombre est beaucoup plus courante que la couleur qui... Et oui, elle va ressortir davantage. Elle va on va dire. ressortir davantage. Voilà. Et on ne peut D'accord. pas revenir dessus après. Nous, on voit notre âne qui, au début, je vous le rappelle, était dans l'argile, dans le bloc de 10 kilos d'argile. Eh bien, voilà, il prend vie. Petit à petit, Il a pris forme voilà, d'abord il et prend vie. maintenant il prend vie. Est-ce que c'est quelque part l'une des étapes les plus agréables aussi du travail de centenier? Ça peut être la plus agréable, mais ça peut être la plus rébarbative aussi, parce que quand on arrive ici à la période critique, j'ai beaucoup de retard et il faut en peindre beaucoup à la fois. Oui. Dans l'année, ce que j'aime beaucoup faire, c'est par exemple travailler un moment à mon argile dans la journée et un moment après à les décorer, à la peinture et un moment à ma création. À cette époque de l'année où je sais que mon four est prêt, je suis en retard sur mes décorations, sur mes commandes, je vais beaucoup peindre. Et au bout d'un moment, je vais me lasser de tout ça. Voilà. Il faut beaucoup de concentration. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de changer, de passer à une autre étape. Là, on fait assez rapidement pour vous montrer. Donc, je vais venir prendre une couleur grise dans laquelle, normalement, je fais un petit mélange de marron pour la couleur des poils qui sont sous le ventre. Donc, je vais venir faire un dégradé sur mon gris. Alors, ce qui n'est pas logique, parce que je vous ai dit qu'on faisait les couleurs les plus claires après les plus foncées. Mais là, voilà, donc là, on a notre petit dégradé. Oui, tout à fait, on voit bien. Ouais. Et il faut bien donner un peu l'effet du pinceau brossé pour faire ce mélange de dégradé de poils. L'impression de poil, oui. Voilà. Eh bien, Adrien, notre âne, il va avoir un visage vivant grâce aux yeux. Alors, je vais maintenant prendre du blanc et du noir et je vais venir déjà faire l'intégralité du blanc dans l'œil de mon âne. Donc là, j'ai pris le soin de prendre un pinceau 6-0. C'est vraiment les plus petits que j'ai. Donc, je vais faire les deux côtés en blanc. Précis, là. Et après, je vais prendre une couleur noire pour lui donner ce côté vivant. Donc là, il faut vraiment avoir une peinture très très liquide et avoir un geste assez précis. Et je prends le soin de lui laisser du blanc pour donner vie à son œil. Voilà. Voilà, Eh bien, notre âne est terminé. On l'a fini, prêt à rejoindre notre étalage pour être vendu et partir dans une crèche de maison pour égaler les petits-enfants, les enfants qui vont construire cette crèche et constituer cette nativité. Alors, on peut retrouver, bien sûr, l'atelier d'Adrien à Sainte-Croix-en-Jarret. Vous nous rappelez les horaires? Voilà, donc j'ai une boutique éphémère qui est en face de l'église, donc qui sera ouverte à partir du 14 décembre jusqu'au 19 janvier, les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires, de 14h, toujours de 14h à 17h, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. alors, il faut dire que quand on a vu votre crèche, la crèche de Sainte-Croix, la vôtre et celle de tous les bénévoles qui travaillent avec vous, on n'a qu'une envie, c'est d'aller vous rencontrer et puis de repartir avec un cadeau pour soi ou pour les petits-enfants. C'est votre récompense, finalement. C'est une très belle récompense et puis c'est un sacré chemin de vie parce que je suis parti de cette crèche d'église qui s'est développée, qui s'est améliorée et qui s'améliorera encore, je l'espère grandement. Et aujourd'hui, les gens viennent me voir aussi pour acheter ces santons et ils continuent, poursuivent ce chemin de vie avec moi. Voilà. Et c'est ça qui est fabuleux. Je trouve que c'est un moment je vis Noël, je rêve Noël toute l'année, des santons, tout ça, et c'est vrai que c'est beau de le faire partager à tout le monde, quoi. C'est fabuleux. C'est un beau rêve, en tout cas. Ouais. Et merci de nous avoir fait partager. Je crois, Jean-Marc, Merci ça nous est jamais arrivé d'être aussi près de la création. C'est magique. Et nos yeux brillent presque autant que les vôtres. Et le plaisir est partagé, voilà, Et on et c'est peut tout le souhaiter but. Un joyeux Noël à vous qui nous regardez. Joyeux Noël à tous. À très bientôt. Shutterstock Music.
Shutterstock Music.